Yaorana, bonjour à tous. J'avais une petite question avant de commencer. Est-ce que certains parmi vous, je ne vais pas voir grand-chose, mais pratiquent le yoga? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Vous allez me dire, merci, peut-être que ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais en même temps, j'avais depuis longtemps quelques amis qui me disaient Marie, allez viens faire du yoga avec nous, tu vas voir, ça va te plaire, ça correspond à ta philosophie de vie. Oui, bon, l'instant présent, le développement personnel, la libération de l'énergie, oui, c'est sûr, ça fait partie, ça me parle. Mais en même temps, bon, je me sentais suffisamment souple, tonique, et puis en même temps, je n'étais pas très motivée. Mais ils ont eu raison de moi, et j'ai testé. Et là, je parle à tous ceux qui en font, c'est juste énorme, c'est challenging. C'est bon pour soi, c'est respectueux de soi et ça fait un bien fou à tous les niveaux. Alors rassurez-vous, mon propos n'est pas d'assurer le bien-être au travail en mettant tout le monde au yoga, mais j'y ai vu un parallèle intéressant. Je vous laisse juge. L'idée, ces 4 grands principes pour le yoga, c'est d'entrer dans une démarche, dans un mouvement de bien-être, à la fois psychologique, physique et spirituel. De s'engager, engager son corps, engager ses muscles, sa détermination pour suivre des postures dynamiques ou maintenir une position. C'est aussi savoir se faire confiance à son corps, l'écouter, le stimuler et savoir aussi envoyer de l'énergie pour laisser faire et savoir détendre ce qui a besoin de lâcher. Je suis vraiment fan du yoga et si j'avais su, je m'y serais mis bien avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour parler du bien-être au travail. Alors, quand on a commencé avec mon associé et toute l'équipe à travailler sur ce sujet, on nous regardait avec des yeux ronds. Mais de quoi on parle il y a quelques années de ça? Le bien-être professionnel, c'était un sujet bizarre. Aujourd'hui, on est en plein dans l'actualité. Et pourquoi? Parce qu'on a pu repérer et mesurer la réalité de la souffrance professionnelle, souffrance physique et psychologique. Alors, bien entendu, il y a les articles, des chiffres, des films, des émissions en tout genre qui traitent de ce sujet. Et ils sont tous unanimes. Ce qui est sûr, c'est que le mal-être au travail est un vrai fléau social. The Gallup Organization dit qu'effectivement, rendez-vous compte, 50% de la population mondiale au travail est en mauvaise santé. La majeure partie des salariés témoignent d'une mauvaise ambiance au travail et d'une attitude globalement négative. Et puis il y a les témoignages que j'ai pu vivre, l'isolement, la méfiance, la communication difficile, voire impossible, la grande fatigue et surtout le déni de toutes ces problématiques. Que dire des tentatives de suicide? Sachez qu'une personne sur 10, en moyenne, est engagée et enthousiaste dans son travail. Alors je m'adresse à vous maintenant, vous, posez-vous la question, comment vous sentez-vous dans votre environnement professionnel? Est-ce que vous vous sentez bien? Comment vous sentez que ça évolue? Et autour de vous, vos collègues, vos hiérarchiques, vos équipes, vous les sentez heureux? Et vos conjoints, comment vous les sentez quand ils reviennent du travail? Ce que je voulais partager avec vous aussi par rapport à cette réalité de la souffrance, c'est 2 choses. La première, c'est qu'en Polynésie, on ne dit pas la souffrance. Il y a une espèce de silence autour de la douleur, et c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. Et la deuxième, c'est qu'au niveau des cadres en général, j'ai pu remarquer que quand mal-être il y a, ils le cachent très facilement. Ils cachent le mal-être, ils cachent l'épuisement, ils cachent le fait de la trop forte pression. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça fait partie du job. Et plus ils cachent,
plus ils subissent, plus ils s'épuisent, moins ils écoutent les remontées et la souffrance de leurs équipes, de leur environnement, moins ils l'acceptent. Et on rentre alors dans un cercle vicieux de la souffrance au travail. J'avais envie de partager avec vous effectivement une parole de Joseph Wresinski, qui est fondateur de l'ATD Quart Monde. J'ai toujours d'émotions quand je parle de lui. Il nous dit, ce n'est pas d'avoir faim, ni même de ne pas savoir lire, ni même d'être sans travail, qui est le pire malheur de l'homme. Le pire malheur de l'homme, c'est de se savoir compter pour nul, au point où même vos souffrances sont ignorées. Le pire, c'est le mépris de vos concitoyens. Le mépris qui vous empêche d'être reconnu digne et capable de responsabilité. Alors on dit oui, c'est dur, mais c'est parce que c'est la crise, c'est l'environnement, c'est l'extérieur, ok, mais est-ce que c'est pas tout simplement l'homme qui est en crise? Est-ce que le mal-être de l'entreprise n'est-il pas une conséquence du mal-être de l'homme au travail? Alors, je vous propose de ne pas ignorer cette souffrance. C'est la première étape. Et de ne pas la traiter comme on traiterait une maladie dans nos mondes occidentaux, c'est-à-dire sans aller à la cause. Si nous ne remettons pas en question l'architecture même de l'entreprise, du travail, de son fonctionnement, de son objectif premier, c'est comme si nous mettions un pansement sur le mal-être comme sur une plaie qui pourrait s'infecter par le sang. Alors, je vous propose de juste prendre le temps de la réflexion, d'observer ce qui se passe en vous, autour de vous, d'ouvrir votre cœur et de décider en conscience si vous voulez contribuer ou pas au mieux vivre au travail. Alors ouvrir le cœur, c'est bien. Mais vous allez me dire aussi, bon, c'est un monde tangible aussi, Marie, on est dans une réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que si on travaille, si on investit, c'est bien pour répondre à nos besoins, c'est bien pour gagner de l'argent, on est tous d'accord? Alors, je m'adresse maintenant spécialement aux décideurs, aux dirigeants, aux cadres et même aux employés qui décideraient en conscience de ne pas contribuer au bien-être, au mieux vivre au travail. Eh bien, vous êtes contre-productif. Pourquoi vous êtes contre-productif? Je vous l'explique en 3 points. Le premier, c'est que vous coûtez cher. Pourquoi? Parce que la souffrance coûte cher. Quand une personne est manquante, entre l'accompagnement médical, l'absentéisme, pour ceux à qui ça parle, 1% d'absentéisme correspond à 1% supplémentaire de masse salariale. Entre les remplacements, les manques de temps, les pertes de temps, de productivité, je vous laisse calculer. Deuxième point, quel coût pour l'écœurement, pour le sabotage en interne, pour la violence. Et si je peux le dire, quel coût d'un suicide au sein d'une entreprise? Quel coût aussi pour l'altération de l'image de la société quand ces salariés vont mal, sont en mal-être? Alors, première chose, si vous voulez faire des économies, investissez financièrement pour le bien-être au travail. Le deuxième point pour lequel vous êtes contre-performant, c'est que vous n'agissez pas pour l'épanouissement des résultats. De nombreuses études et journalistes, etc., ont fait des enquêtes sur les gens heureux. Quand les salariés sont heureux, parce qu'il en existe, ça donne une productivité qui augmente de 30%, les ventes augmentent de 37%, et la créativité est multipliée par 3. Dans les entreprises qui sont soucieux et qui améliorent le bien-être au travail, on a, pour une augmentation de 20 points sur la satisfaction des employés, on a un résultat financier de 42%. Et enfin,
pour toutes les entreprises soucieuses du bien-être au travail de leurs salariés, on remarque une progression sur une période de 9 ans de 15% du chiffre d'affaires, quand, comparativement, les sociétés identiques mais aux conditions de travail médiocres n'ont une augmentation que de 0,1%. Alors, j'ai envie de dire, investissez vous-même pour le bien-être au travail si vous voulez avoir des bons résultats financiers. Le troisième point, vous empêchez malheureusement la propagande, la propagation du bonheur. Je m'explique. Les émotions sont contagieuses. Elles passent très vite d'une personne à une autre, en quelques millisecondes. Et le bien-être au travail donne des émotions positives. Et les émotions positives, elles ouvrent le champ d'attention. Elles renforcent la créativité. Elles permettent d'avoir une vision du monde plus positive parce qu'on se porte sur ce qui va déjà bien. Et elles rendent les gens socialement plus sociables et plus souples. Alors, si vous voulez participer au mieux-être du monde, investissez votre intelligence du cœur dans le bien-être au travail. Et en mettant dedans le cœur pleinement, l'ardeur, l'humilité et la confiance. Engageons-nous pour l'épanouissement des hommes et des femmes qui sont au travail, et la performance suivra. Alors il s'agit bien entendu de changer certaines règles du jeu, de définir des nouvelles valeurs et d'oser innover. Est-ce que c'est utopique ? C'est une question qui se tient. Alors je vais vous donner quelques exemples d'histoires vraies. François Aubrist, l'ancien dirigeant de Favi, a une valeur au fond de lui, une croyance, l'homme est bon. Alors il développe une bienveillance qui libère la créativité et l'innovation. Qu'est-ce qu'on remarque ? Les gens, effectivement, prennent en main les choses, plus de management intermédiaire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un gain de productivité, une réactivité forte et un progrès continu. Il a complètement développé son entreprise en laissant les ouvriers s'organiser et définir leurs objectifs par eux-mêmes. Un autre exemple, c'est Fiat au Brésil. Figurez-vous que les employés arrivent le matin et déterminent leur humeur. Vert, plein d'entrain. Orange, motivation moyenne. Et rouge, j'ai un problème. Et dans la foulée, toutes les personnes rouges sont entendues par un manager formé et un accompagnant professionnel pour justement être dans l'écoute et puis voir avec lui comment les choses peuvent s'améliorer. 80% des salariés sont rouges une fois par an. Ils ont vraiment su développer cet espace d'écoute. Chris Ruffer, chez Morningstar, c'est un transformateur de tomates aux États-Unis. Alors pour lui, ce sont les collaborateurs qui décident et qui agissent. C'est-à-dire, ensemble, ils définissent les objectifs et les moyens pour les résoudre. Il n'y a pas de manager. Ils font comme bon leur semble et c'est à eux-mêmes, c'est entre eux qu'ils définissent si effectivement il y a réussite ou pas. Il y a un réellement engagement, il y a le sens de la responsabilité, c'est de la véritable autogestion managériale. Et enfin, Ricardo Semler, chez Semco et Partners, il va aussi très loin. C'est-à-dire qu'il propose à ses salariés, il y en a 75% qui acceptent, donc c'est vraiment une proposition, chacun fait ce qu'il veut, de définir la forme de rémunération qu'ils veulent avoir, de savoir quand ils veulent venir ou pas. Ils s'organisent au niveau du timing et de la façon dont ils veulent travailler. La seule chose, c'est qu'une fois par an, ils font une espèce d'engagement sur leur façon de faire et ils doivent s'y tenir. S'il y a problème, ça n'est absolument pas contre la hiérarchie qu'ils doivent rendre des comptes, c'est avec leurs collaborateurs. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, les mouvements qui annoncent effectivement cette nouvelle ère, les entreprises qui innovent dans leur façon de manager,
sont de plus en plus nombreuses, aussi bien dans des entreprises nouvelles qui mettent en place tout de suite effectivement des nouveaux systèmes novateurs, mais aussi des entreprises qui ont connu l'ancien système et qui développent de nouvelles façons de faire. Alors les mots-clés de ces entreprises, bien entendu, c'est le retour au bon sens, le ton du bonheur, l'auto-management, la co-responsabilité, l'autonomie et surtout la confiance. On peut remarquer effectivement que ces entreprises, d'une manière générale, j'en ai mis que quelques-unes, comme je vous le disais, il y en a beaucoup, ont des points communs. La première, c'est qu'elles réussissent, elles se développent et en plus, elles attirent des talents. Mais effectivement, il y en a d'autres. On passe d'un ancien monde à une nouvelle ère. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Dans l'ancien monde, on avait un fonctionnement pyramidal avec un système décisionnaire top-down qui ne permettait pas vraiment un développement de l'autonomie. Aujourd'hui, on a de plus en plus un fonctionnement en réseau. Ce sont des sphères de métiers, d'activités qui se mettent en place avec des gens qui décident ensemble et qui communiquent de cercle à cercle. C'est basé sur une confiance réciproque. Alors, ce qui est sûr, c'est que notre monde est en mutation. On est tous conscients de ça. Et l'espace professionnel va devoir s'adapter. La nouvelle ère est en marche et sera la réalité de demain. Développer le bien-être en travail, c'est une voie de passage entre l'ancien monde et la nouvelle ère. Nous devons apprendre à mieux vivre ensemble et à pouvoir partager la performance qui va se dégager de tout ça. Alors pour finir, je vous invite à oser, ce qui suppose de faire un travail sur ses peurs, sur la pression sociale. Oser prendre le temps de la réflexion, de définir sa vision, de mettre en question ses certitudes. Oser construire le changement avec les hommes et les femmes qui font l'entreprise. Oser utiliser des nouveaux outils qui accompagnent le changement, comme le coaching, la médiation, l'observation de ceux qui ont déjà fait et entrer en action. Alors, pour terminer, je vous dirais qu'effectivement, vous allez accompagner l'évolution et vous allez arriver à développer le bien-être au travail. Et je vous invite à avoir en tête quelques postures qui vont pouvoir, je l'espère, être des ressources actives, la souplesse, la tonicité et la folle sagesse.